il y a 2 ans, en pleine année d'exécution du programme d'investissement annuel de l'agriculture, il invente le plan REVA. C'est au plus fort de l'exaspération de l'immigration clandestine, soi-disant pour organiser le retour des jeunes vers les campagnes. Ce plan REVA, voilà ce qu'il en est dit exactement. Le plan REVA, ou retour vers l'agriculture, a été entièrement conçu par le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, chantre de libéralisme interventionniste et panafricaniste reconnu. Entièrement. Ce plan-là, ils nous ont tympanisé pendant toute une année, pendant 2 ans plutôt. C'est depuis 4 mois. Subitement, tout est arrêté. Ce plan REVA c'était, si vous le disiez très bien, c'était en fait une acclimatation sénégalaise des kolkhozes soviétiques à la sauce libérale, naturellement. Devant ça, ne pouvait pas aller. Mais ce plan-là, c'est quoi? Quand on regarde les procédures d'Abdoulaye Wade, d'accaparement de ressources, il n'a été qu'un prétexte de sortir des caisses de l'État des milliards de francs. C'était tout, c'était fait pour ça. Quand tout ça s'est terminé, ils sont passés à un autre plan. En plus des milliards donnés par le gouvernement espagnol pour arrêter soi-disant l'immigration. Bien sûr, qui a disparu dans la nature. Ce plan REVA n'était rien d'autre que pour sortir de l'argent des caisses de l'État. Parce qu'on ne voit nulle part où ça a pris. Ça ne pouvait pas prendre, puisque c'est conçu par une seule personne. C'est ça. Ils ne devaient même pas associer des techniciens à ça. On ne peut pas dire en tout cas, ils n'ont pas montré dans la télé que voilà, il y a tel ou jeune, etc., qui voulait aller émigrer à l'étranger, à qui on a offert, ou en tout cas loué des terres, il a mis sur place une entreprise agricole, etc. Moi, je n'ai jamais vu. On peut citer le cas de, peut-être que ça n'a pas marché par la suite, mais il y avait l'opération Maîtrisard. Moi, j'ai connu des gens qui avaient de la maîtrise, qui ont ouvert des boulangeries, des petits commerces, des industries. Mais du plan REVA, moi, je n'ai rien vu. Et maintenant, il nous parle du plan Goana. Le plan Goana connaîtra un échec aussi retentissant et il ne l'ignore pas. Il l'ignore pas. Je vous dis que tout ça, c'est pour sortir de l'argent. Comment peut-il arriver à l'autosuffisance alimentaire en un an? Même l'ambassadeur de France l'a c'est pas de la magie, c'est pas de la magie l'agriculture. On ne commande pas la nature. C'est planifié. Et si tous les paysans, on ne dicte pas des ordres. La Russie était un grenier avant les choses. Mais justement, l'agriculture, on ne commande pas. Tu fais les choses en consultant les paysans. Ils connaissent leur terre, ils savent ce qu'elle peut produire. Et s'il y a des améliorations à faire, il faut les associer à la conception des politiques. Il ne fait pas ça. Tout est parachuté. C'est facile. Mais que fait-on actuellement, M. Dansokho, de ces fameuses terres du nord du pays, avec les barrages qui ont été construits? Qui est-ce qui exploite ces terres? Pourquoi on ne peut pas développer une agriculture vivrière? La première des choses qu'il a faites, il y avait des programmes beaucoup de programmes d'aménagement au fleuve. Il y avait de l'argent de l'Union européenne. Dès qu'il est arrivé, il a arrêté. Je vous dis, tout ce qu'Abdou Diouf avait fait, il fallait qu'il l'arrête.
La lecture de tout ce qu'Abdou Diouf a fait et qui était censé, il l'a détruit. Vous proposez quoi à la place? Parce qu'on doit oublier, c'est pas ce que ça coûte au pays, c'est pas ça le problème. C'est que lui, on dira que c'est lui qui a réalisé les autres. Tous ces programmes de route. De route là, de PAMU. Étaient prêts. De PAMU, oui. Si Abdou Diouf était là, la corniche et l'autoroute de Diamniadio serait déjà finie. En 2005. Depuis 2005, oui, c'était prévu. Mais il a tout bloqué. Il a tout bloqué. C'est comme ça. Le palais de justice était presque... L'enveloppe était là, bouclée. Il a arrêté les choses. Il lui a fait l'observation au Conseil des ministres. Il a fait semblant de ne pas savoir. Il dit, mais je ne sais pas ce qu'ils font, ces gens-là. Pourquoi ils ne reprennent pas le travail? Je vais m'en occuper. Mais alors que tout ça, c'était du cinéma. C'est lui qui avait arrêté. Il est allé jusqu'à proposer la destruction de cet immeuble. C'est Mamadian qui a organisé un référendum. C'est les juges. Si oui ou non, ils veulent la destruction de ce palais. Lui dit qu'il va construire un palais meilleur. Mais en fait, c'était pour détourner le restant de l'enveloppe pour le jeu. Aujourd'hui, les travaux sont retraités parce qu'après, l'argent était déjà parti. Mais il fallait faire oublier, qu'on ne dise pas un jour que ce palais a été conçu sous le régime d'Abdou Diouf et qu'il avait commencé. Qu'il y avait au début de... Donc, avec ce constat que vous dressez, qui est maintenant éloquent, mais qui échappe à certains, disons, non initiés, qui donc consiste à dire qu'on ne peut pas compter sur ce régime en place, on ne peut pas compter sur Abdoulaye Wade et son gouvernement pour redresser le Sénégal. Vous lancez la grande idée des assises nationales, d'accord. Mais moi, en tant que simple citoyen, les assises nationales, c'est soit avec Wade, soit sans Wade. Alors, dans les deux cas, si on prend le premier cas, vous faites des assises nationales avec Wade. Est-ce que Wade, qui participe aux assises nationales, va être chargé d'appliquer le plan de mesures, le chapelet de mesures qui donc sera issu, sortira donc de ces assises nationales-là? Est-ce que, d'après ce que vous venez de nous expliquer, il sera en mesure de le faire? Est-ce qu'il aura la volonté et la capacité d'appliquer les mesures qui seront adoptées donc par les assises? Donc ça, c'est le premier cas. Mais dans la deuxième hypothèse où vous faites les assises nationales sans Abdoulaye Wade, quelles seront encore, dans ce cas-là, disons, les possibilités qui s'offriront à vous pour imposer ces mesures pour qu'Abdoulaye Wade les applique? Ben, vous savez, nous avons une crise très grave. Et quand on parle des solutions à cette crise, il faut toujours avoir en tête les tragédies qu'ont connues les autres pays. Il faut toujours comment les tragédies sont venues. Notre pays, très souvent, on a l'impression que nous, ici, nous sommes vraiment des élus de Dieu et que ce qui est arrivé ailleurs ne peut pas arriver ici. Notre volonté, c'est de sortir de là sans que ça se traduise par des solutions de barbarie, parce qu'il y a des solutions civilisées et des solutions de barbarie. En Afrique, c'est comme ça. Dans des sociétés extrêmement fragiles. Sans doute au Sénégal, nous avons quelques avantages. Mais les différences ne sont pas des différences d'essence. Nous avons clairement opté pour une solution à la crise sur des bases qui renforcent la démocratie, l'aspect civil
et la laïcité. J'insiste sur ces questions. Renforcer la démocratie, en sortir sur des bases civilisées, la paix civile, et maintenir le caractère laïque du Sénégal. Dans un pays qui a très peu de ressources. Qui imagine une guerre civile ici? Dakar a été construite, ça fait plus de 120 ans qu'on est en train de construire. Une ville qui est construite avec des ressources de la France, des autres pays de l'AOF, et même au-delà. On a beaucoup construit après les indépendances, mais c'est une ville qui peut être détruite en 5 jours, 60 degrés. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu les guerres civiles au Congo. J'en ai vu en Angola ce que ça a coûté. Et ce que ça le coûte aujourd'hui encore pour redresser la situation. Donc, nous avons décidé de trouver une solution à ça. Ce n'est pas une solution de compromis. Parce que si nous en sommes là, c'est la politique de Wade. C'est cette volonté qu'ils ont eue de construire des fortunes privées, exactement comme on fabrique des voitures, une chaîne de montage, à la pelle, avec les ressources publiques. Ils ont cassé tous les ressorts de l'État, de l'économie, je viens d'en donner les exemples, mais les finances publiques. Vous disiez tout à l'heure, tout était ouvert. Vous savez que l'argent que Abdou Diouf a laissé ici, pour en disposer comme ils veulent, ils ont suspendu le rapport avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, tant que l'argent était là. Parce que si l'argent était là, pour tout accord avec le FMI et la Banque mondiale, il y aura un contrôle. On ne pourra pas dépenser n'importe comment. C'est ainsi qu'ils ont cassé les grands équilibres auxquels nous étions parvenus, qui faisaient que le pays était devenu crédible. Parce que sa solvabilité était rétablie. Et tous les hommes d'affaires peuvent vous dire, quand ils rendaient un service à l'État, ils étaient payés au plus tard en 15 jours. C'est énorme quand on regarde ce qu'était le Sénégal avant le programme d'ajustement, qui a coûté très cher aux populations, les écoles, la santé. Mais tous ces équilibres sont. Et c'est d'ailleurs ce qui explique les accords Saronoum de Paris, qui sont à la base de tout ce qu'on est en train de faire. Parce que les négociations avec Idrissa Seck n'ont pas apporté plus de 100 milliards. C'est le programme d'Abdou Diouf. Mais ils ne le disent pas. Parce que tout était ouvert, nous étions devenus solvables. Ils ont détruit la solvabilité du Sénégal. Et nous allons le payer très cher. Parce que les conditions économiques dans le monde sont devenues difficiles. On ne fait plus de cadeaux. Nous n'avons plus le monopole de la démocratie en Afrique. La prime de démocratie qui faisait que les Sénégalais avaient, par tête d'habitant, les prêts les plus élevés de toute l'Afrique, du nord au sud, même supérieurs à celle de l'Égypte d'après le camp David, nous avions par tête d'habitant une aide plus élevée. Aide publique, je veux dire. Ça n'existera plus. Personne ne nous fera cadeau. On paiera le prix fort. C'est le résultat de la politique d'Abdoulaye.
Alors, tout ça pris ensemble, comment sortir de là? Nous avons dit, nous sommes allés aux élections, vous avez raison de dire que ce sont des prétendues élections. Et on l'a démontré qu'ils n'avaient rien gagné du tout. D'ailleurs, nous ne le reconnaissons pas. Ils nous demandent de le reconnaître. Nous n'allons pas le reconnaître. Il faut en sortir. Nous avions demandé le lendemain des élections qu'on s'assoie pour traiter de certaines questions urgentes. Ce n'est pas seulement des questions électorales. Il nous l'a refusé, il nous a insultés. Son ministre de l'Intérieur nous a traité de tous les mots d'oiseaux. Nous avons continué notre réflexion. Dans ce salon, nous avons décidé qu'en définitive, c'est la société entière qui est malade. Et qu'il faut, dans ces conditions-là, aller vers des assises nationales. Puisqu'en définitive, dans tous les secteurs, on préconisait des assises nationales. Dans tous les secteurs, dans l'école, assises nationales. À la santé, assises nationales. Chez les hommes d'affaires, le patronat, assises nationales. L'UNACOA, assises nationales. Le monde rural, les organisations, le CNCR, qui est l'organisation la plus grande, la plus prestigieuse du monde rural, elle préconisait déjà en 2003 dans une assemblée qui a été faite ici à une journée de la paysannerie ici au stade Léopold Sédar Senghor. Il parlait d'assises nationales, qu'on ne pouvait pas aller comme ça, il faut qu'on s'assoie et qu'on discute. Nous avons dit il faut aller des assises, il faut fédérer toutes ces assises en une seule assise nationale pour régler le problème de contentieux, mais surtout pour mettre au point un programme de sortie de crise dans les conditions d'une paix civile. Et nous avons pris les contacts, la société civile a été impliquée, les organisations syndicales, patronales, et pratiquement tous les secteurs. Aujourd'hui, il y a plus de 70 organisations qu'on a décomptées hier, qui sont là-dedans. On a bien compris, M. Dansokho, que les assises nationales vont fédérer l'écrasante majorité des couches de la population, industrie, économie, tout ce que vous voulez. Mais une fois les assises tenues, une fois les conclusions faites, voilà, qu'est-ce qui va en advenir? J'en viens. Ça, même hier, cette question a été posée. Nous l'examinons et nous invitons le gouvernement à venir. Je rappelle que nous sommes toujours dans le cadre institutionnel actuel. Notre visée n'est pas du tout une conférence nationale. Et nous ne préparons aucun coup d'État. Nous rassemblons le peuple sénégalais. Et ça, c'est très fort. Nous ne leur laisserons aucune marge de manœuvre. Aujourd'hui, c'est évident. Ils avaient pensé, ils avaient dit que nous étions morts, que c'est fini, que c'est terminé, qu'ils ne pourront rien faire. Mais depuis qu'ils sont élus, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ils tournent en rond. Au contraire, la crise est en leur sein. Une crise explosive en leur sein. Mais s'il n'y a pas une crainte avec l'affaire Idriss Seck que ce dernier rejoigne avec un pacte, Wade et sa clique pour perpétuer le règne sur le pays? Le retour de Idriss Seck ne changera rien. Ça ne fera que compliquer notre situation, premièrement. Deuxièmement, dans l'état actuel des rapports de force, je ne vois aucun moyen à quiconque de changer la situation en faveur d'Ablaye. Et ce que vous dites, qu'est-ce que nous allons faire après? Cette question, nous la débattons. C'est un mouvement démocratique par essence.
nous en définirons les formes. S'ils viennent, de toute façon, il est exclu qu'on rallie leur politique. S'ils viennent, c'est le peuple qui les obligera à venir. Nous en sommes convaincus. S'ils s'excluent, eh bien, ce sera la même chose, nous prendrons les décisions. Et collectivement, démocratiquement, nous déciderons ce qu'il y a lieu de faire, des conclusions des assises. Le peuple est déjà rassemblé, il le sera encore davantage le lendemain des assises. Et il ne disposera d'aucune force. Et il faut savoir qu'à Abdoulaye Wade, il y a 80% de l'armée, de la gendarmerie et de la police qui ont manifesté leur désaccord avec lui en s'abstenant, malgré toutes les pressions. Lors des élections législatives. Où est-ce que vous avez vu ça dans le monde? Où? Je dis simplement que sur quoi il repose actuellement. C'est ça, nous avons confiance au mouvement populaire. C'est le génie du peuple sénégalais qui a inventé les assises nationales. Et je suis convaincu que pour ce qui est de la réalisation de ces conclusions, tous nous conviendrons d'une solution. Et quel est le délai que vous d'ores et déjà, en ce qui nous concerne, au PIT, vous savez, c'est notre slogan, c'est Fipou. Fipou Jotna. Et tout le monde est en train de reprendre. Tout le monde s'est rallié. C'est devenu un cri particulièrement de ralliement presque national. Et quel est le délai là que vous prévoyez pour tenir et boucler ces assises nationales? Il n'y a pas encore de délai. Nous faisons tout pour l'accélérer, mais c'est un travail sérieux que nous faisons. Il faut voir les hommes et les femmes qui aujourd'hui, en côté des partis, sont engagés dedans. Nous avons des chefs d'état-major. C'est un chef d'état-major, ancien chef d'état-major, qui le rapporte au général. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que plus ça dure dans le temps, plus on travaille pour Abdoulaye Wade, on laisse rectifier ses erreurs, se remettre en salle, etc. Regardez-moi. Tout ce qu'il fait maintenant se retourne contre lui. Tout ce qu'il fait, même s'il pense quelque chose de bien, ça se retourne contre lui. Il a perdu parce que le pouvoir politique, vous savez, c'est deux choses. Il y a sans doute la force, mais le plus important, c'est le consentement populaire. Un gouvernement qui a perdu le consentement populaire, il n'a aucun moyen de l'emporter contre ses adversaires. D'accord. Il n'a plus de vestige. D'accord. Monsieur Dansokho, vous me direz certainement que, contrairement aux affirmations de Wade, qu'il y a effectivement famine au Sénégal. Donc, issu de cette crise alimentaire mondiale, certes, mais est-ce que, croyez-vous, qu'on aurait pu s'en sortir, mieux face à cette crise alimentaire? Autrement dit, est-ce que vous, au niveau du PIT, vous avez des solutions à très court terme pour alléger le fardeau des pauvres ménages sénégalais? Oui. Est-ce qu'il y a famine ou pas au Sénégal déjà? Il y a la famine, je vous dis, c'est pas la peine de vous fatiguer, parce que dans le reportage que vous faites, vous pouvez aller, même pas loin, à Djamnyadja, faites 5 km seulement de la nationale. Ici même, dans les quartiers, 70% de la population n'a plus qu'un repas, y compris dans ce quartier de femmes. Les gens qui étaient aisés hier ont complètement sombré. C'est la dégringolade. C'est là où c'est le plus dur. Ils n'ont plus, si vous entrez, si moi je peux vous emmener dans des familles, ici. C'était des gens qui étaient très aisés, qui ont tout perdu. Les enfants ne travaillent pas. Les retraites, ils vivent de leur retraite. Ils ont eu des petits-enfants qui ne travaillent pas. Le pouvoir ne s'en est jamais occupé. Ils ne sont occupés que d'une chose,
le compte en banque à l'étranger et le gaspillage à l'intérieur du Sénégal. Comment Abdoulaye Wade peut-il se permettre, en un jour de campagne électorale, dépenser près de 2 milliards en dons, en largesse, à des personnages? J'ai rien contre les guides religieux, mais j'ai d'excellents rapports avec tous, mais je ne vois pas pourquoi on prendrait l'argent public pour le donner à quelques individus, alors que la misère est là. Donc il faudrait arrêter les gaspillages, diminuer le train de vie de l'État. Diminuer le train de vie de l'État. Mais pour les campagnes elles-mêmes, aujourd'hui la question essentielle, il y a l'hivernage qui arrive. Même si nous avons une bonne pluviométrie, des engrais en quantité et en qualité, des semences de très bonne qualité. Si on ne réhabilite pas la force de travail, la réhabilité, c'est que les gens mangent. Ils ne pourront pas travailler. D'autant que les jeunes sont partis. Il faut vivre de soudure. Oui. Les 10 milliards ne suffisent pas. Il n'y a plus que des vieillards et des femmes exsangues dans la campagne. Mais le WAD a annoncé 10 milliards pour venir en aide au monde rural. 10 milliards, c'est dérisoire. C'est dérisoire. La crise d'il y a quelques années, c'était en 2003. C'était dur. Il avait sorti 10 milliards. Or, aujourd'hui, les difficultés sont 10 fois supérieures parce qu'il a continué pendant ce temps à tout détruire. Là, le CNCR a calculé qu'il faudrait 83 milliards. C'est le minimum pour que les gens puissent manger. Et il faut compter plus de 100 milliards si on considère qu'il faut qu'ils mangent et qu'ils aient des engrais, des semences, puisqu'il n'y en a plus ici. Les semences qui sont là sont des semences dont les capacités végétatives sont épuisées. Il faut donc importer. Parce que jusqu'à présent, ils disent qu'ils vont donner des semences, mais d'où? Et comment? Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il faut le faire. Au lieu de s'occuper de ça, ils continuent leur bavardage avec un programme démentiel appelé Offensive Générale. Comme si il était à la tête d'une armée, que ça doit se terminer par qu'en agriculture on peut le faire. Tous les spécialistes récusent cela. Ici, les meilleurs spécialistes de l'agriculture, de renommée mondiale, c'est mon ami Jacques Faye, il dîne ici aujourd'hui. Il l'a démonté avec un brio extraordinaire. Il y a 3 jours. Les ONG, la même chose. Les organismes internationaux, que ce soit même la Banque mondiale, des gouvernements européens, tous lui ont dit, il s'est levé, il dit que voilà, il va faire l'offensive générale. Dans le palais de son imagination fertile, peut-être, ça n'aura aucun effet positif. Et donc, je vous assure que c'est très sérieux. Donc la seule solution, c'est que ce gouvernement... La seule solution, c'est la résistance et même le soulèvement. Nous appelons à ça. FIPO. FIPO, tout le monde reprend le slogan. Ça aura une suite. Merci beaucoup. Nous combinons ça avec le travail, les assises. Ce sont des volets absolument complémentaires, bien réfléchis. Donc FIPO, ce sera le mot de la fin, M. Dansokho.